Bienvenue dans Detectives Diary, un journal intime rempli d'ombres, de déductions et de vérités dévoilées petit à petit. L'entrée de ce soir s'ouvre sur une énigme d'une précision méthodique et aux intentions cachées. La conspiration des pièces numérotées, une histoire de Sherlock Holmes dans laquelle les plus petits objets recèlent les secrets les plus lourds et où un motif simple cache un dessein de grande envergure. Installez-vous confortablement, écoutez attentivement et laissez le tintement du métal vous guider vers la vérité. Le matin était gris, empreint de ce calme particulier à Baker Street, lorsque les bruits de la ville semblent s'arrêter au bord de la parole. Holmes était assis près de la cheminée, les longs doigts joints, les yeux mi-clos, tandis que le tic-tac faible de l'horloge remplissait l'air d'une sorte d'attente mesurée. J'essayais de lire The Times, mais mon attention était sans cesse détournée par le faible bourdonnement qui s'élevait du violon de Holmes, posé sans être joué contre son genou. « Vous êtes agité, Watson » murmura-t-il sans lever les yeux. « Peut-être, » dis-je en pliant le journal. Il y a quelque chose d'oppressant dans le silence, quand on s'attend à ce qu'il soit rompu. Les lèvres de Holmes esquissèrent un léger sourire. « Et vous vous y attendez, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, un léger clic retentit dans la rue en contrebas, métallique, net, comme une pièce de monnaie frappant la pierre. Puis un autre. Holmes leva les paupières. « Voilà, » dit-il doucement. « Le monde, mon cher Watson, nous fait l'honneur d'un indice. » Il se dirigea vers la fenêtre, écarta le rideau et jeta un coup d'œil en bas. « Un coursier, » dit-il, mais observez son hésitation. Il compte 2 fois les marches devant la porte, vérifie 2 fois l'adresse. Un colis? Non, une pochette. Et maintenant? La sonnette retentit, sa note tranchant dans l'air avec la même clarté que le clinque précédent. La voix de Madame Hudson murmura en bas, et le garçon répondit d'un ton incertain. Quelques instants plus tard, elle apparut, portant une petite enveloppe sur un plateau. « Pour vous, Monsieur Holmes. » Le garçon semblait terriblement pressé. Holmes la remercia, attendit qu'elle soit partie, puis examina l'enveloppe sans la toucher. « Remarquez le pli, Watson. Le sceau a été brisé puis refermé. Quelqu'un a lu le contenu avant qu'il ne me parvienne. » Il le souleva avec ses pinces et le posa sur une feuille blanche. « Ouvrez-le, je vous prie. Vous étiez chirurgien, vos doigts sont plus sûrs que les miens pour les tâches délicates. » Je déchirai le rabat et en sortis une seule feuille. Sur celle-ci se trouvaient 3 objets, 3 pièces d'argent, disposées en rangées, chacune portant un chiffre gravé à la main. 4, 7, 10. Sous celle-ci se trouvait un bout de papier. Le jeu recommence. « C'est, dis-je. Certainement pas. » Holmes leva un doigt. « Ne spéculons pas. La dernière personne à avoir signé ainsi se trouvait à la prison de Dartmoor, et y restera probablement. » Il approcha une pièce de la loupe. « Excellent travail. Les chiffres ont été gravés à l'aide d'une pointe en acier très fine. Mais observez cette bavure, maladroite pour un faussaire. La main a tremblé, soit par précipitation, soit par peur. » Par peur? En effet, elles n'ont pas été fabriquées à des fins commerciales. Ce sont des signaux, Watson, un code récurrent. Nous en découvrirons bientôt la signification. À ce moment, un autre bruit rompit le silence. Le cliquetis des roues à l'extérieur, puis un cri et le bruit soudain du métal sur la pierre. Holmes était déjà à la porte, son manteau à la main. Un taxi s'est arrêté. « Venez vite !» cria-t-il. Lorsque j'arrivai sur le trottoir, un fiacre était garé de travers au coin de la rue. Son cocher était penché en avant, pâle et secoué. « Je vous demande pardon, messieurs. Le monsieur que j'ai amené, il est tombé. »« Tom !» répéta Holmes en se penchant vers une silhouette recroquevillée étendue près du trottoir. Un homme vêtu d'habits ordinaires, la main gantée tendue, et dans cette main, une autre pièce, frappée du chiffre 13. Holmes prit son pouls, fronça les sourcils et secoua la tête. « Il est mort. Mais ce n'est pas un accident. Touché ici, sous la clavicule. Un coup précis. L'œuvre de quelqu'un qui connaît bien le corps humain. » Il se releva, les yeux brillants d'intelligence. « Watson, cet homme transportait la suite du message. 13. La séquence continue.
Quelqu'un a voulu y mettre fin. Je ressentis le frisson familier de la poursuite qui m'envahissait toujours au début d'une affaire. Alors, le numéro de la prochaine pièce? Holmes croisa mon regard. Sera 14, et j'imagine que nous le verrons avant la fin de la journée. Un petit courant d'air agita le papier dans la poche du défunt, produisant le même léger clic lorsque les pièces bougèrent. Le son resta suspendu dans l'air, métallique, inévitable, comme une horloge commençant à compter les heures d'une conspiration secrète. Routledge, Watson, dit Holmes calmement. Notre visiteur nous a laissé l'énigme d'un puzzle. Si je ne me trompe, l'écho d'un danger qui ne fait que commencer. Il se tourna vers la porte, le tintement faible des pièces numérotées toujours dans sa main, comme si chaque vibration portait la mesure de l'affaire à venir. Holmes ferma la porte d'entrée derrière nous d'un clic décidé et traversa la pièce pour se diriger vers la table, les pièces dans sa paume tremblant encore légèrement. « Watson, dit-il, disposez les 3 pièces de l'enveloppe à côté de cette dernière. Voyons quelle est la mesure de leur relation. » J'obéis, alignant les 4 petits disques sur la nappe blanche de la table du petit déjeuner. Les chiffres 4, 7, 10 et maintenant 13 brillaient dans la pénombre comme les incréments d'une horloge invisible. Holmes se pencha, le regard intense. « Percevez-vous l'espacement? La différence est de 3 entre chacune, dis-je. Une simple progression. Les progressions simples cachent souvent des intentions complexes. Chaque intervalle peut marquer une heure, une date ou une vie. » Son ton était grave. Il se redressa, et le léger tintement métallique retentit à nouveau lorsque sa manche effleura les pièces. Notre correspondant a le goût du rituel. Je jetai un coup d'œil au corps immobile près de la porte, désormais recouvert du vieux manteau de voyage de Holmes. Et du meurtre. Il acquiesça d'un signe de tête. Un esprit ordonné et une main violente. Cette combinaison est toujours instructive. Holmes alla chercher sa loupe et inspecta à nouveau les bords. Watson observes. La pièce marquée du chiffre 13 porte une trace de vert de gris sur le bord, comme si elle avait été longtemps pressée contre du cuivre. Et ici, une entaille sur le chiffre lui-même. Elle a été frappée à la hâte. Celui qui a gravé ces marques l'a fait avec une précision tremblante et une pression croissante. Cette dernière pièce a été fabriquée dans la peur ou sous surveillance. Et le mort? Demandai. Vous avez remarqué le coup d'un professionnel. En effet. Un coup net au plexus brachial, incapacitant en un instant. Rarement mortel, sauf s'il est porté avec intention. Il a été réduit au silence, pas simplement maîtrisé. Les yeux de Holmes se posèrent à nouveau sur les pièces, ce qui implique que le tueur souhaitait que le message reste incomplet. Mais il a échoué. Holmes esquissa un sourire. Peut-être, mais nous devons découvrir ce que signifie 14 avant de féliciter la Providence. Il retourna doucement le corps, fouillant ses poches avec des gestes rapides et habiles. Un ticket de train de King's Cross daté de ce matin. Et ici, Watson, un programme plié. Royal Numismatic Society. Exposition annuelle. La numismatique, l'étude des pièces de monnaie, murmurai-je. Precisement. La conspiration des pièces numérotées semble commencer dans son habitat naturel. Le faible clic retentit une fois de plus lorsque Holmes posa le billet sur la cheminée. Nous allons immédiatement visiter l'exposition. Je le suivis dans la rue où le taxi attendait toujours, son chauffeur inquiet. Holmes lui glissa un shilling dans la main. « Vous avez conduit cet homme depuis King's Cross. »« Oui, monsieur. Il n'a pas donné son nom, seulement ce papier pour l'indiquer. » Le cocher tendit une moitié d'enveloppe déchirée. Holmes l'examina. « Elle provient du même papier à lettres que la première note. Et elle est écrite de la même main. Observez la boucle du C. » Il leva brusquement les yeux. « Watson, décrivez-moi le garçon qui a apporté l'enveloppe. Blond, peut-être 12 ans. Nerveux. Bien. Le garçon du cocher a le même âge et la même apparence. Un seul messager employé 2 fois. Nous le trouverons. » Le chauffeur s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, messieurs, mais lorsque ce monsieur est tombé, il a laissé tomber ceci sous le siège. » Il sortit un petit carré de papier plié.
Holmes le déplia. Sur la page, écrit à la hâte, se trouvaient les mots suivants. 14 sonneront avant minuit. Ne faites confiance qu'à la marque d'argent. L'expression de Holmes se durcit. Une menace ou un avertissement. Quoi qu'il en soit, l'heure approche. Les pièces émirent un léger cliquetis lorsqu'il les mit dans sa poche. À la Royal Society, Watson. Chaque pièce a son maître et chaque code son émetteur. Les roues du taxi frappaient les pavés dans un cliquetis rythmique qui semblait faire écho aux motifs métalliques. Pièces, roues, battements de cœur, horloge. Holmes était assis en silence à côté de moi, le regard fixe, la faible vibration de la ville se joignant au bruit comme un accompagnement caché. Lorsque nous arrivâmes dans le hall près de Bloomsbury, les portes étaient ouvertes et les conversations des collectionneurs et des érudits s'échappaient vers l'extérieur. Les vitrines scintillaient sous la lumière du gaz, chacune remplie de médailles, de souverains rares et de monnaies anciennes. Holmes se déplaçait rapidement parmi elles jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une vitrine de deniers romains. « Remarquez la disposition, dit-il doucement. Des rangées de 3. Numérotées, cataloguées sauf ici. » Il désigna un espace vide où une petite plaque en laiton indiquait « 14 temporairement retirés ». Je sentis un frisson me parcourir. Holmes, le numéro se répète. Il acquiesca. Retiré ou enlevé. Il y a une différence. Demandons à la dernière personne qui l'a manipulé. Un conservateur corpulent s'approcha, ses lunettes brillant. « Bonjour, messieurs. Puis-je » Holmes l'interrompit avec une autorité courtoise. « M. Forsyth, conservateur de cette exposition, je crois. Sherlock Holmes. Il vous manque un spécimen. » Forsyth cligna des yeux. « Eh bien, oui. Il a été emporté hier pour être restauré. Il y avait un petit défaut dans la gravure. » Le ton de Holmes était doux. « Restauré, dites-vous. Et qui l'a demandé ?»« Une lettre du secrétaire de la société, M. Carvel. Mais j'avoue que je ne l'ai pas revu depuis qu'il est parti avec la pièce. » Holmes échangea un regard avec moi. « Carvel. » répéta-t-il doucement. « Encore un. C'est Curious Symmetry. » À ce moment-là, un faible carillon retentit dans le hall. Une petite horloge sonnait le quart d'heure. Le conservateur s'excusa pour s'occuper des visiteurs, nous laissant seuls devant la vitrine vide. Holmes tapota le verre d'un air pensif. « Watson, imaginez une série de pièces numérotées, chacune remise par des mains différentes, chacune liée par la mort ou la disparition. Un motif de 3 et une promesse de 14. Nous nous trouvons au centre d'un mécanisme déjà en marche. Quel genre de mécanisme? » Il esquissa un bref sourire sinistre. Le genre qui ne sonne qu'une seule fois. Nous devons trouver Carvel avant le 14e coup. Dehors, la lumière de l'après-midi déclinait, et de quelque part dans la rue au loin venait le faible clinque indubitable du métal frappant le trottoir. Distant, mais délibéré, comme si quelqu'un comptait. Holmes s'arrêta net, la tête tournée vers le bruit. Là, Watson! Le prochain signal a été donné. Le bruit se répéta, clinque, clinque, s'éloignant dans le labyrinthe des ruelles de Londres. Les yeux de Holmes s'illuminèrent soudainement. « Vite, dit-il en se mettant déjà en mouvement. Suivez ce bruit, car notre prochaine pièce est en train de tomber en ce moment même. » Holmes s'engouffra dans le passage étroit, d'un pas rapide et précis, le rythme métallique faible nous entraînant plus profondément dans le labyrinthe de ruelles derrière Bloomsbury. L'écho des pièces frappant la pierre, clinque, clinque, semblait flotter devant nous comme à l'heure fantomatique. « Quelqu'un marque son chemin, » dit Holmes d'une voix basse mais intense. « Il souhaite être suivi, ou souhaite notre mort pour nous avoir suivis. » Je restai près de lui, le brouillard s'épaississant à chaque virage. Serait-ce Carvel? C'est possible, mais remarquez l'intervalle entre les sons précis, sans précipitation. Une main l'entraînait au rythme du contrôle. Pas de panique. Le bruit s'arrêta. Le silence s'installa, rompu seulement par le faible goutte à goutte de l'eau provenant d'un avant-toit. Puis vint un autre clinque, plus proche maintenant, presque sous nos pieds. Holmes leva la main, me faisant signe de rester immobile. Il s'accroupit, toucha les pavés et souleva une pièce entre ses doigts. « 14, murmura-t-il. Elle brillait faiblement, même dans la pénombre.
La même gravure, la même main tremblante. Holmes plissa les yeux. Elle n'est pas là depuis longtemps. La température du métal est proche de celle de la peau. Notre proie doit donc être à portée de main. Precisement. Il se leva et mit la pièce dans sa poche. Watson, gardez votre revolver à portée de main. Au prochain bruit que vous entendrez, quel qu'il soit, suivez mes instructions, pas votre instinct. Une porte latérale grinça faiblement. Holmes se colla contre le mur, me fit signe avec 2 doigts, d'un mouvement fluide, franchit la porte entr'ouverte pour pénétrer dans une cour sombre. Un homme vêtu d'un manteau sombre se retourna brusquement, un éclat argenté brillant dans sa main. « Reculez !» cria l'inconnu. La voix de Holmes trancha la tension comme une lame. « Monsieur Carvel, je présume. Vous êtes remarquablement ponctuel. » L'homme hésita, surpris. « Comment me connaissez-vous » ? Votre profession, votre association avec la Numismatic Society, votre main tremblante et l'odeur de laque sur votre manchette, tout cela désigne l'artisan qui a restauré la 14e pièce. Le regard de Holmes s'aiguisa. Pourtant, il semble que votre restauration est tournée au meurtre. Les épaules de Carvel s'affaissèrent. Non, vous devez me croire, je ne suis pas un meurtrier. Alors vous allez m'expliquer la signification de ces chiffres, dit Holmes en sortant la petite pochette. Le léger tintement des pièces de monnaie emplit l'air immobile. Le visage de Carvel pâlit. Vous les avez toutes? 4, 7, 10, 13, et maintenant 14. Assez pour composer une gamme, si l'on connaissait la mélodie. Carvel s'agrippa au mur pour se soutenir. C'était censé être symbolique, un défi de collectionneur, rien de plus. Je le jure. Chaque pièce représentait l'un de nos membres. 14 en tout. Une fraternité privée au sein de la société. Pourtant, l'un de ses membres est mort, dit Holmes doucement, et un autre s'est enfui dans cette ruelle, terrifié. Carvel déglutit. Alors ça a commencé. Je leur ai dit que la numérotation était une folie, que cela attirait une attention indésirable. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Les 3 premières pièces étaient des cadeaux, les 10 suivantes ont été envoyées comme avertissement. Chaque homme qui a reçu son numéro a disparu dans la semaine. Disparo, erptae. Il acquiesca. Disparo. Comme effacé. J'en ai reçu 13 hier. J'avais l'intention de fuir, de détruire la 14e avant qu'elle n'atteigne son prochain destinataire. Mais quelqu'un a frappé avant que je puisse agir. Les yeux de Holmes brillèrent. Vous savez qui est à l'origine de ce projet. Carvel hésita. J'ai des soupçons. Un ancien membre, expulsé pour vol de monnaie ancienne. Il se faisait appeler Cyrus Vane. Si, murmura Holmes. Oui. Il a juré de se venger de la société, disant qu'il récupérerait ce qui lui était dû, pièce par pièce. Nous avons ri à ce moment-là. Nous ne rions plus aujourd'hui. Le ton de Holmes était sec. D'où frappe-t-il? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il était obsédé par la musique et les chiffres. Il parlait d'harmonique, de la musique de l'argent. Je pensais que c'était les divagations d'un fou. Holmes mit les pièces dans sa poche, pensif. Un esprit qui mélange l'arithmétique et la mélodie, un hybride dangereux. Watson, vous souvenez-vous de la phrase dans la note? 14 sonneront avant minuit. Oui. Alors sa vengeance culminera dans le son, peut-être une sonnerie littérale. Avant que Carvel n'ait pu répondre, un bruit s'éleva de la rue adjacente, un son métallique régulier, comme un marteau frappant une cloche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Holmes se figea. Le 14e sonne maintenant. Nous nous précipitâmes dans la ruelle. De l'autre côté de la rue se trouvait un bâtiment étroit, dont les fenêtres supérieures brillaient faiblement. Une enseigne au-dessus de la porte indiquait « Vane et compagnie ». Metalworks Firm. Le cliquetis rythmique venait de l'intérieur, cadencé comme un battement de cœur. L'expression de Holmes se durcit. Vane a bien choisi son théâtre. Il n'a jamais été banni, il préparait simplement le prochain coup sous leur nez. Carvel tremblait. Que va-t-il faire? Quelque chose de calculé. Quelque chose qui fera grand bruit.
Holmes se tourna vers moi. « Watson, nous avons besoin de preuves, pas de conjectures. La police se moquera de toute histoire de complot et de pièces numérotées. Vous devez donc surveiller Carvel au coin de la rue pendant que j'examine l'atelier. » « Seul » protesta-t-il. « Seul, car le son se propage mieux sans compagnie. » Il traversa la rue comme une ombre, disparut dans l'embrasure de la porte, et pendant un long moment, il n'y eut que le faible bourdonnement de la ville. Puis un autre clinque, plus aigu cette fois, suivi du bruit sourd du métal qui tombait. Carvel m'agrippa le bras. « Ce n'est pas un marteau. Docteur, c'est le bruit d'un moule de fonderie qui tombe. Il est en train de couler quelque chose. Restez ici. » dis-je en sortant mon revolver. « Si Holmes s'appelle. » Mais les mots moururent lorsqu'un nouveau son se fit entendre à l'intérieur, non pas le tintement du fer, mais le son indubitable de pièces de monnaie tombant en cascade, comme une cascade d'argent comptant à rebours vers une conclusion invisible. La voix de Holmes retentit soudainement. « Watson, le fourneau, éloignez-vous. » Un éclair de lumière jaillit des fenêtres et un rugissement d'air balaya la ruelle, emportant avec lui le cliquetis assourdissant du métal se dispersant sur la pierre. Les pièces numérotées tombaient à nouveau, cette fois par centaines. L'explosion envoya un souffle d'air chaud à travers la rue, dispersant des étincelles et le bruit du métal qui roulait et cliquetait sur les pavés comme une pluie de pièces. Carvel tituba en arrière, se protégeant le visage. Je me précipitai vers la porte, revolver levé, l'odeur âcre du fer brûlé emplissant mes poumons. Holmes, fit. De la fumée à l'intérieur me parvint sa voix reconnaissable entre toutes, urgente mais calme. « Ici, Watson. Attention où vous mettez les pieds, le canal de fusion est cassé. » Je le trouvai accroupi près de la forge, son manteau maculé de suie, les yeux brillants derrière la chaleur montante. La porte du fourneau avait éclaté, répandant un flot de disques argentés sur le sol. Ils jonchaient partout, par centaines, brillants et fumants, chacun marqué du même chiffre, 14. Holmes saisit un tisonnier et en écarta un. « Ce ne sont pas des pièces, dit-il. Ce sont des médailles, fraîchement coulées. Par tous les cieux, quelle œuvre diabolique. Observes Watson. Leurs numéros et leurs compositions sont uniformes. Ils sont plaqués d'étain, pas d'argent. Ils voulaient les répandre dans les rues pour obscurcir les véritables indices que nous suivons. Une tempête de contrefaçon pour noyer le signal. » Le clic rythmique résonna parmi les débris tandis que les disques se posaient. Le son semblait presque moqueur à présent. Holmes se redressa, le visage impassible. Cyrus Vane n'est pas seulement un tueur. C'est un compositeur du chaos. Ses pièces sont ses notes, cette forge son instrument. Carvel apparut dans l'embrasure de la porte, haletant. L'homme lui-même, est-il ici? Holmes fit un geste vers l'arrière. Il est parti, quelques instants avant l'explosion. Par cette porte, je pense. Il se baissa vers le sol, où une seule empreinte de botte, à moitié recouverte de cendres, menait vers la sortie arrière. Regardez la dépression, plus prononcée sur le pied gauche. Notre fugitif porte une vieille blessure ou une difformité. Cela nous sera utile plus tard. Il retourna le médaillon dans sa main gantée. Et cette inscription, pâle, presque cachée. « Lisez-la, Watson. » Je plissai les yeux. « Misericordia in numeris » la miséricorde dans les chiffres. Holmes fronça les sourcils. Choix curieux pour un homme assoiffé de vengeance. À moins qu'il ne recherche pas la miséricorde, mais une justice mal calculée. Il se dirigea vers un petit bureau dans le coin et fouilla dans ses tiroirs, éparpillant des papiers. Facture, moule à pièces, adresse. Ah, voilà. Il brandit un grand livre dont les pages étaient noircies sur les bords. Une liste de noms, 14 entrées, toutes barrées sauf une. Quel nom reste? Celui de Carvel. Le conservateur recula. Alors je suis le prochain. Le ton de Holmes était calme, mais ferme. Non, mais Carvel. Vous deviez être le dernier. Ce qui signifie que vous lui êtes encore utile. Les pieds sur le sol tremblèrent légèrement lorsqu'une rafale de vent s'engouffra par la fenêtre brisée.
Leur tintement remplit à nouveau le silence, plus doux à présent, comme les dernières notes d'une horloge qui s'arrête. Holmes en mit une dans sa poche et nous fit signe de le suivre. Venez, Watson. Les agents de police ne seront d'aucune aide avant demain matin, et d'ici là, la piste aura refroidi. Nous devons remonter la piste de ces fausses pièces jusqu'au vrai. Dehors, la rue scintillait dans la brume de chaleur. Carvel tremblait violemment, la voix rauque. Il va me tuer comme il a tué les autres. Peut-être, dit Holmes, à moins que nous ne tirions parti de son obsession. Il est là un taxi et nous fit monter. Baker Street, dit-il au chauffeur. Nous avons besoin d'analyse, pas de panique. Le clinque rythmique continuait faiblement à provenir de sa poche, comme un métronome marquant le temps de nos pensées effrénées. Une fois arrivé à Baker Street, Holmes ne perdit pas un instant. Il dégagea sa table, disposa les 4 pièces originales à côté du médaillon nouvellement forgé et les examina sous la lampe. Chaque pièce authentique diffère subtilement en termes de poids et de tonalité, dit-il en frappant légèrement l'une contre l'autre. Le léger ting résonna. Plus aigu sur l'une, plus sourd sur l'autre. Remarquez cela, Watson. La fréquence varie exactement comme l'intervalle d'une gamme musicale 4e, 7e, 10e, 13e. Notre ami Venn était bel et bien en train de composer. Chaque chiffre correspond non seulement à un ordre, mais aussi à une hauteur. Carvel reste à bouche bée. Alors, c'est vraiment un message sonore. Exactement. L'homme qui comprend les chiffres et l'harmonie pouvait coder des instructions que seule son oreille pouvait déchiffrer. Une symphonie privée du crime. Holmes sourit d'un air sinistre. Je soupçonne qu'il a arrangé les morts pour qu'elles reflètent cette même séquence. 13 disparus, un seul restant et une note inachevée qui trouvera sa résolution ce soir. Il se pencha en arrière, joignant les doigts. Le coup final, Carvel, ne sera pas porté à votre personne, mais à votre héritage, quelque chose de public, de retentissant. La salle d'exposition de la société, peut-être? Le visage de Carvel perdit toute couleur. Le grand gong, murmura-t-il. Il le dévoile ce soir, un carillon cérémoniel coulé à partir des reliques fondues de la société. Les yeux de Holmes brillèrent. Bien sûr. 14 coups retentiront avant minuit. Il a l'intention de transformer cet instrument en son dernier meurtre. Sans hésiter, il se leva et glissa les pièces dans sa poche. Watson, le revolver et le manteau. Il n'y a pas un instant à perdre. Alors que nous descendions précipitamment les escaliers, le faible écho métallique des pièces résonna une fois de plus, aigu et insistant. Il semblait nous poursuivre jusque dans la rue, tel un refrain obsédant qui nous mettait en garde. Holmes, dis-je, s'il a l'intention d'utiliser le gong. Alors tous les hommes présents dans cette salle entendront sonner sa vengeance, conclut-il d'un ton sinistre. Nous sautâmes dans un taxi qui passait, dont les roues frappaient les pavés à un rythme implacable, parodie sinistre de ce même motif clinque, clinque. Holmes se pencha en avant, le visage impassible, la voix basse mais résolue. Cette affaire, Watson, ne concerne plus seulement la mort. Elle concerne la résonance, l'écho qui subsiste lorsqu'un homme confond génie et justice. Le taxi tourna vers Bloomsbury, et au loin, faible mais indubitable, une seule cloche commença à sonner le quart d'heure clair, métallique et terriblement mesuré, comme si la ville elle-même suivait le rythme du tueur. Holmes jeta un coup d'œil dans sa direction, les yeux plissés. Il accorde Londres, Watson. Et la note finale est sur le point de retentir. Holmes frappa brusquement le toit du taxi. Plus vite, mon vieux. 1 shilling pour chaque minute gagnée. Le conducteur fit claquer son fouet, et le cheval plongea dans le brouillard londonien, les roues faisant jaillir des étincelles des pavés comme l'écho d'un marteau sur une enclume. Le rythme métallique de la poursuite, ce clinque, clinque infernal, revenait à chaque secousse. Holmes, dis-je en m'agrippant au siège, si le grand gong doit être frappé à minuit, qu'espérez-vous trouver exactement? La destruction, Watson, mais pas par une explosion. L'art de Venn réside dans la précision, pas dans le chaos. Il va concevoir une mort qui ressemblera à un triomphe. Carvel était assis en face, pâle et tremblant.
Cela devait être le moment de gloire de la société. Nous avons fondu des siècles de reliques en un seul instrument. Des pièces de monnaie, des médailles, des devises anciennes, toutes fusionnées en un seul alliage résonnant. L'expression de Holmes s'aiguisa. Un monument construit à partir de ce que Venn vénère. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu résister à l'envie de le transformer en vengeance. Le taxi s'arrêta brusquement devant le hall d'exposition. Des lampes à gaz clignotaient au-dessus des grandes portes voûtées, derrière lesquelles s'élevait le murmure lointain d'une foule. Holmes descendit légèrement, tous ses sens en alerte. « Watson, dit-il, vous garderez Carvel près de l'entrée. Si vous voyez quelqu'un s'approcher du gong avant l'heure prévue, faites-moi signe en frappant 2 fois sur le sol. Et vous? J'examinerai l'appareil sans me faire remarquer. L'homme qui construit son meurtre sur la musique se trahira en écoutant. » Il se glissa à l'intérieur avec ce silence félin qui lui était propre. Je guidai Carvel vers un coin d'où nous pouvions surveiller la salle scintillante. Sous la haute coupole se trouvait l'objet de tous les regards. Le grand gong, suspendu à un cadre poli, sa face argentée gravée des chiffres romains et à 14 sur le pourtour. La ressemblance me frappa instantanément. Holmes avait raison, murmurai-je. Encore 14. Carvel Forsana. Chaque chiffre a été forgé à partir de nos propres pièces. J'ai signé le dessin moi-même. Un léger ting résonna dans l'air lorsqu'un ouvrier ajusta la corde du maillet. Le son était pur, profond, étrangement humain. Je le sentis vibrer dans ma poitrine. Carvel pressa une main contre son oreille, grimaçant. Il a réglé, sur la même fréquence que les pièces. La silhouette de Holmes apparut soudainement dans l'ombre près de la scène. Il me fit signe d'un léger hochement de tête, l'enquête était en cours. J'aperçus sa main effleurer le cadre, sa tête penchée pour écouter. Puis, derrière les rideaux, une deuxième silhouette bougea. Grand, maigre, boitant de la jambe gauche. Carvel eut le souffle coupé. « Venn !» Je le retins. « Pas encore. » Holmes sortit de l'ombre. « Bonsoir, Venn. Vous avez réglé votre vengeance avec précision, mais je crains que la note ne soit coupée court. » Venn se retourna lentement, son visage fantomatique sous les lumières. « Holmes, vous arrivez toujours avant le crescendo. Le concert ne commencera pas du tout, » dit Holmes. « Vous avez caché une charge derrière le gong, non pas pour le briser, mais pour transformer sa résonance en une vibration mortelle. L'onde de choc détruirait la salle. » L'homme sourit faiblement. « Vous déduisez bien. Le gong chantera pour chaque âme numérotée qui m'a trahi. Et vous, Carvel, » ses yeux trouvèrent le conservateur tremblant, « vous serez son dernier écho. » La voix de Holmes était calme. « Vous vous êtes trompé dans vos calculs, Venn. Il y a 15 âmes dans votre arithmétique. 13 mortes, Carvel vivant et vous-même, le 14e. Une composition qui détruit son compositeur n'est pas un chef-d'œuvre. » La main de Venn se tendit vers un cordon suspendu près du cadre. Holmes réagit au quart de tour et frappa le cordon avec sa canne. « Watson, le mécanisme. » Je me précipitai vers le panneau derrière le gong et le déchirai. Un léger bourdonnement s'éleva de l'intérieur, pas électrique, mais vibratoire, un dispositif d'accordage enroulé dans du fil et du métal. Holmes sortit une pièce de sa poche, celle marquée 14, et la tint près de la surface. Elle se mit à trembler. « Résonance, » dit-il. « Chaque pièce est reliée à ce dispositif, un déclencheur harmonique infernal. Lorsque le gong sonnera, la vibration s'amplifiera jusqu'à ce que l'alliage se rompe. » Le visage de Venn se déforma. « Vous ne pouvez plus l'arrêter maintenant. La séquence est déjà réglée. » Holmes fit tourner la pièce entre ses doigts. Aucune séquence n'existe sans son contrepoint. Il laissa tomber la pièce sur le sol et l'écrasa sous son talon. Le son, un clinque net et aigu, retentit et s'éteignit instantanément. Le bourdonnement cessa. Venn poussa un cri rauque et se précipita vers le maillet, mais Carvel, avec une force surprenante née de la terreur, le saisit. Les deux hommes se battirent, renversant des chaises,
tandis que la foule commençait à remarquer l'agitation. Holmes bondit en avant, saisit le bras de Vane, et d'un mouvement habile, le fit tomber à terre. La salle sombra dans le chaos. Des cris retentirent, et la vibration métallique qui nous avait hantés toute la nuit sembla vaciller, incertaine, comme si la ville elle-même poussait un soupir de soulagement. Holmes s'agenouilla, la main posée sur le mécanisme désactivé. « Watson, dit-il doucement, le dispositif est hors d'état de nuire, mais il en a d'autres. L'esprit qui construit selon un schéma ne s'arrête rarement à un seul. » Les agents de police accoururent, alertés par le tumulte. Vane, pâle et vaincu, fut relevé de force. Il regarda Holmes avec un défi glacial. « Vous avez fait taire la note, mais pas la symphonie. » Holmes le regarda fixement. « Alors que le silence soit votre sentence. » Vane fut emmené, la foule se dispersant dans un murmure. Carvel s'effondra sur un banc, tremblant, tandis que Holmes examinait la pièce brisée sous sa botte. « Ainsi s'achève le 14e, murmura-t-il. Mais je me demande quelle mélodie il comptait jouer après cela. » Le gong était désormais muet, sa surface reflétant la lumière du gaz comme une immense lune argentée. Holmes mit les fragments dans sa poche et se tourna vers moi. « Rentrons chez nous, Watson. Il y a encore un écho dans cette affaire, et j'ai l'intention de l'entendre. » Alors que nous sortions, une rafale de vent souleva une poignée de copeaux épars dans la rue, frappant les pavés avec ce même clinque fantomatique, faible, délibéré et d'une certaine manière, inachevé. La rafale s'apaisa tandis que nous marchions, mais son écho persista comme la faible vibration d'une cloche frappée. Holmes ne dit rien pendant plusieurs rues, marchant d'un pas décidé mais mesuré, les yeux mi-clos, plongé dans ses pensées. Le murmure métallique de la pièce écrasée dans sa poche était le seul son entre nous. Finalement, je me risquai à dire « Vous avez sauvé le hall, Holmes. Cela devrait compter comme un succès. » Il secoua la tête. « Un succès? Oui, mais incomplet. Je n'apprécie pas la musique inachevée. » « Vous croyez que Vane a dit la vérité, qu'il y a plus? » « Sans aucun doute. N'avez-vous pas entendu sa formulation? Pas la note, mais la symphonie. Il reste un motif qui s'étend au-delà de ce soir. Nous avons tourné dans Baker Street, les lampadaires scintillant faiblement à travers le brouillard. À l'intérieur, Holmes jeta son manteau sur une chaise et vida ses poches sur la table. Les pièces de monnaie, le fragment cassé de la bobine d'accordage et le morceau écrasé marqué 14. Leur son combiné clinque, 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 était doux mais dérangeant. Il examina le mécanisme endommagé à l'aide de sa loupe. « Regardez ici, Watson. Cette bobine est d'une construction exquise, bien au-delà des capacités d'un seul homme travaillant seul. Quelqu'un l'a financée, lui a fourni du matériel, peut-être même l'a dirigée. Une conspiration intellectuelle autant que vengeresse. Vous soupçonnez un complice. Plutôt un mécène. Un homme qui comprenait la valeur du chaos, et pas seulement ses effets. Il prit l'une des pièces et la fit rouler entre ses doigts. La numérotation n'était pas une séquence arbitraire. Elle indiquait l'ordre dans lequel ses victimes étaient tombées, mais aussi, je crois, la cadence des paiements. 14 commandes, chacune récompensée, jusqu'à ce que ses maîtres le jugent inutile. Je fronçai les sourcils. Vous pensez que Vane a été engagé pour tuer les membres de sa propre société? Pas exactement. Pour effacer ses dettes. La Numismatic Society était une enclave riche, rongée par une corruption silencieuse. Quelqu'un souhaitait régler les comptes par d'autres moyens. Il jeta la pièce sur la table. Le léger ting qu'elle produisit semblait confirmer ses sombres soupçons. Je me penchai en avant. Et ce quelqu'un, Holmes esquissa un léger sourire. Un homme qui cache ses motivations derrière son érudition. Je pense que nous le trouverons non pas dans le monde souterrain, mais dans une bibliothèque. Avant que je puisse répondre, on frappa doucement à la porte. Madame Hudson entra, tenant une enveloppe. Elle vient d'être livrée, monsieur. Aucune adresse au dos. Holmes la prit, plissant les yeux. Quel timing intéressant. Il l'ouvrit à l'aide d'un coupe-papier.
À l'intérieur se trouvait une seule ligne de texte écrite d'une écriture élégante. L'harmonie est incomplète sans sa coda. En dessous se trouvait une petite pièce d'argent, parfaitement ronde, sans numéro. La main de Holmes s'immobilisa. « Ah, la 15e. La 15e, répétai-je. Mais vous avez dit… » J'ai dit que Vane s'était trompé dans son calcul. Il lui manquait un élément pour obtenir une composition parfaite. Ceci, Watson, est la coda qui lui a été refusée. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Regardez comme elle brille sous la lumière du gaz. Son argent est plus pur que celui des autres. Celui qui m'a envoyé cela veut que j'entende quelque chose. Remarquez-vous la légère rainure sur le bord? Je me penchai pour mieux voir. À peine visible. Pourtant, dit Holmes, c'est là que réside la clé. Il frappa légèrement la pièce contre la cheminée. Le son qui s'ensuivit était différent des autres, plus aigu, plus soutenu, presque mélodieux. « Remarkable » murmurai. Plutôt un son qu'un tintement. « Exactement. Cette pièce chante, Watson. Et le son est un signal. » Il se dirigea rapidement vers son bureau, prit un petit diapason et le frappa à côté de la pièce. Les deux sons résonnèrent, puis fusionnèrent en une seule vibration claire qui emplit la pièce. À la deuxième oscillation, un bout de papier plié jaillit de l'enveloppe, délogé par le son. Holmes le déplia. Un nom y était imprimé en lettres majuscules soignées. Sir Basil Morven. Le supérieur de Carvel. Le président de la société numismatique. L'expression de Holmes s'assombrit. Notre chef d'orchestre sort donc de l'ombre. Je le fixai du regard. Mais Morven était présent ce soir. Il vous a félicité après l'arrestation de Vane. En effet. Et quel meilleur moyen de paraître irréprochable que de présider la crise qu'il a lui-même provoquée? Holmes se mit à faire les 100 pas. Il a financé le travail de Vane sous le couvert de la recherche. Chaque pièce numérotée, chaque victime, servait à récupérer des fonds détournés sous le nom des artefacts perdus. Les morts ne faisaient que clore les comptes. Je restai silencieux, stupéfait par tant d'audace. Alors, la 15e pièce. Une invitation, répondit Holmes. Il a l'intention de conclure l'affaire en privé ou de me pousser au silence. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Watson, nous rendrons visite à Sir Basil ce soir même. Sa résidence se trouve près de Russell Square. Apportez votre revolver, je m'attends à ce que la conversation prenne une tournure périlleuse. Les pièces tintèrent lorsqu'il les remit dans sa poche. Leur cliquetis familier nous suivit dans les escaliers, chaque coup résonnant comme un signe de danger. Nous hélâmes un taxi et roulâmes en silence dans les rues endormies. Le brouillard s'épaississait, étouffant tous les sons sauf celui des roues et le léger cliquetis métallique provenant de la poche de Holmes. Le taxi s'arrêta enfin devant une grande maison de ville, dont les fenêtres étaient sombres, à l'exception d'une lumière vacillante à l'étage. Holmes se pencha vers moi. « Il nous attend. La coda va être jouée ici. » Nous montâmes les marches. La porte était entr'ouverte. Holmes la poussa avec sa main gantée. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur du polish pour métal et de la fumée des bougies. Au-dessus de nous, nous entendions un clinc, clinc, clinc lent et délibéré, le bruit caractéristique de pièces de monnaie que l'on compte. Holmes prit une inspiration. « Ah » murmura-t-il. « Notre chef d'orchestre répète son final. » Holmes fit signe de se taire, et nous montâmes ensemble l'escalier. Le clinc, clinc. Rythmique devenait plus aigu à chaque marche, métallique et mesuré, comme le tic-tac d'un métronome invisible. Lorsque nous arrivâmes au palier, Holmes s'arrêta, la tête inclinée, à l'écoute. « Le rythme est faux, murmura-t-il. Le comptage est constant. Ici, il alterne. C'est le bruit du métal contre le métal, pas en comptage, mais en alignement. » Il poussa doucement la porte. Elle s'ouvrit pour révéler Sir Basil Morven assis à un bureau, une seule lampe allumée à côté de lui. Devant lui se trouvait un cercle de pièces de monnaie, chacune placée avec une précision mathématique. Sa main se déplaçait entre elles avec une intention délicate,
comme s'il dirigeait un orchestre silencieux. 14 notes, murmura Holmes entre ses dents. Morven ne se retourna pas. Vous êtes ponctuel, monsieur Holmes, dit-il. Je craignais que vous ne laissiez la symphonie se terminer sans sa dernière mesure. Holmes Essevenka. Quand on est obligé d'assister à un concert, on arrive rarement en retard. Morven Surrey Fablement. Vous avez trouvé ma coda, je vois. Il désigna la pièce d'argent qui brillait sur le gilet de Holmes. Une invitation appropriée, ai-je pensé. Inutile, répondit Holmes. Les aveux de Vane suffiront à vous condamner pour complot et meurtre. La main du vieil homme resta suspendue au-dessus des pièces. Vane n'était qu'un instrument, rien de plus. Le génie a besoin d'un interprète, monsieur Holmes, capable de jouer une partition dangereuse. Je m'approchai. Vous avez donc financé son travail. Vous l'avez envoyé à la poursuite de vos propres membres. Morven acquiesca lentement. Une société fondée sur la cupidité doit être corrigée par l'équilibre. 14 hommes avaient vendu nos reliques, les avaient remplacées par des contrefaçons et s'étaient remplis les poches. La loi aurait brassé des papiers pendant qu'ils se régalaient. J'ai préféré la musique. Holmes plissa les yeux. De la musique jouée sur des vies humaines. De la discipline, corrigia Morven. Les chiffres doivent s'équilibrer, sinon c'est le chaos. Sa main effleura les pièces, produisant un léger tintement qui sembla se propager dans l'air. J'avais presque atteint l'harmonie lorsque votre intervention a perturbé la cadence. Holmes fit un pas en avant, d'un ton calme. Et maintenant, vous comptez la rétablir, en jouant la note finale. Le sourire de Morven s'estompa. En effet, il tendit la main vers un levier dissimulé sous le bureau. Holmes se précipita, mais la barre était déjà tirée. Un léger bourdonnement emplit la pièce, grave, insistant et croissant. Les pièces se mirent à trembler à l'unisson, chacune vibrant d'une énergie invisible. « Hercules !» cria Holmes. Il a reproduit l'appareil de Vane. Nous sautâmes sur le côté alors que la lampe clignotait et éclatait. Les vibrations s'intensifièrent, les pièces s'entrechoquant dans un rythme discordant. Morven se tenait debout, le visage éclairé par la lumière oscillante. Contemplez, Holmes, l'accord parfait, la résonance de la justice. Holmes bougea avec un calme étonnant, sa voix tranchant le vacarme. La justice n'exige jamais d'applaudissements, sœur Basile. Seulement le silence. Il saisit le pied de la lampe, le frappa contre le loquet de la fenêtre et brisa la vitre. L'air froid de la nuit s'engouffra, brisant la résonance. Les pièces tombèrent du bureau dans un bruit sourd, leur son s'éteignant en une cascade sourde. Morven tituba en arrière, les mains sur les oreilles. « Vous avez tout gâché. »« Je l'ai préservé, » dit Holmes. « Si vous aviez continué, les vibrations auraient fait éclater toutes les fenêtres de cette maison, et peut-être votre propre cœur en premier. » L'homme s'affaissa dans son fauteuil, la lueur du feu révélant la pâleur qui se cachait sous sa grandeur. Ce n'était pas un meurtre, Holmes. C'était une purification. L'ordre exige des sacrifices. Holmes le regarda gravement. Et pourtant, l'ordre exige aussi des réponses. La loi que vous avez rejetée va maintenant se charger du reste. Morven perdit son sang-froid. Vous pensez qu'ils me jugeront? Ils sont aussi coupables que moi. Le regard de Holmes s'adoucit, mais ne vacilla pas. Peut-être. Mais vous seul avez cherché à écrire la moralité dans le son. Il me fit signe. Watson, allez chercher l'inspecteur Lestrade à Scotland Yard. Dites-lui que l'affaire des pièces numérotées a atteint son dénouement. Je me retournai pour partir, mais Morven tendit brusquement la main et saisit l'une des pièces tombées, la 15e, qui n'était pas numérotée. Il la serra si fort que du sang coula entre ses doigts. « S'il ne peut y avoir d'harmonie dans ce monde, dit-il d'une voix rauque, alors que la discorde est le dernier mot. Avant que nous puissions l'arrêter, il jeta la pièce dans la grille ouverte. Elle heurta le métal avec un clinque pur et sonore, et aussitôt, le feu éclata en une explosion de flammes blanches. Holmes leva le bras pour se protéger le visage. La résonance revint, plus profonde cette fois.
comme si la pièce elle-même respirait. Dehors, Watson, ordonna Holmes. Nous trébuchâmes dans le couloir tandis que les fenêtres se brisaient derrière nous, projetant des éclats de verre dans le hall. Le bruit devint monstrueux, un rugissement métallique s'effondrant en une seule note soutenue qui fit vibrer le plancher. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le bruit cessa. Un silence s'installa, si absolu que même le brouillard à l'extérieur semblait retenir son souffle. Holmes retourna dans la pièce, l'air chargé de fumée. Morven était assis immobile à son bureau, la tête baissée, la pièce d'argent fondue sur la grille en fer devant lui. La voix de Holmes était basse, presque respectueuse. La coda s'est jouée toute seule. Je sentis tout le poids de cette phrase, le silence après le son, lourd et définitif. Holmes se retourna, le regard lointain. Il a atteint son harmonie, Watson, mais au prix de l'humanité. Il se baissa pour ramasser la dernière pièce sur le sol, son numéro effacé par la chaleur. Elle fit un léger clinque lorsqu'il la glissa dans sa poche. « Que ce soit la dernière note de la symphonie, murmura-t-il. Nous descendîmes les escaliers, le silence nous suivant comme une créature vivante. Dehors, les premières lueurs de l'aube effleuraient la brume, pâle et fragile. Holmes s'arrêta, écoutant le plus faible écho du métal qui s'installait derrière nous. Le son retentit une fois, clinque, puis s'évanouit dans le néant. Nous marchâmes en silence pendant un certain temps, l'aube blanchissant la brume en une perle terne. Holmes continuait d'avancer d'un pas mesuré, mais il y avait dans son attitude une gravité qui traduisait davantage la réflexion que le triomphe. Le faible écho de ce dernier clinque semblait encore nous accompagner, comme si le son lui-même refusait de s'éteindre. Finalement, je dis doucement, « Vous en avez fini, Holmes. La conspiration, les pièces, les morts, tout est terminé. » Il me jeta un regard pensif. « Terminé? Non, Watson. Le son ne s'arrête pas. Il s'estompe, persiste, puis revient sous forme d'harmonique que nous percevons à peine. Ce dont nous avons été témoins cette nuit n'était pas le silence, mais la résonance, le son résiduel de la folie humaine. Nous avons tourné dans Baker Street. Madame Edson, pâle après une nuit blanche, a ouvert la porte avant que nous l'atteignions. Oh, monsieur Holmes, docteur, j'ai entendu des bruits terribles. Ils ont parlé d'explosion près de Russell Square. Ce n'est qu'une ouverture qui s'achève, Madame Edson, dit Holmes doucement. Nous sommes sains et saufs. Il ôta son manteau, dont les bords étaient encore parsemés de cendres, et se dirigea directement vers son bureau. Il sortit de sa poche la dernière pièce de monnaie qui lui restait, celle dont le numéro avait été effacé par la chaleur, et la posa sur une feuille de papier blanc. Elle émit un léger clinque obéissant lorsqu'elle toucha la surface. « Remarquez-vous, Watson, dit-il, que même dépouillée de son numéro, elle conserve sa symétrie. Morven croyait que l'ordre pouvait être imposé par l'arithmétique, mais dans son dernier acte, il a atteint le seul véritable équilibre. La réduction à zéro. » Je m'enfonçai dans le fauteuil en face de lui. Il était fou. « Peut-être, » répondit Holmes, « mais la folie n'est que la logique poussée au-delà de ses limites. » Il se pencha en arrière, les yeux mi-clos. Considérez la progression des pièces. 4, 7, 10, 13, des intervalles de 3, chacun marquant une ascension. Le terme suivant, 14, aurait dû compléter la séquence. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, Morven a introduit un 15e, l'innombrable, l'absolu. Cet homme ne recherchait pas l'harmonie à travers le son, mais la transcendance à travers son absence. Vous parlez comme si vous aviez presque pitié de lui. Holmes sur faiblement. La pitié est la cousine de la compréhension, Watson. Et la compréhension est le moins que je puisse accorder à un esprit qui a péri dans sa quête de la perfection. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville s'éveillait, les premiers cris des marchands se mêlant au cliquetis des sabots. « Écoutez, dit-il doucement. Même maintenant, Londres joue sa musique éternelle. 1000 petites dissonances qui, ensemble, forment une plus grande harmonie. » Comme il est étrange que des hommes comme Morven, en l'entendant,
ne souhaite que la faire taire. Je le rejoignis. Et pourtant, vous avez fait taire sa musique. Holmes secoua la tête. Non, j'ai interrompu une mesure. La reprise de la mélodie dépendra de ce qui reste à résoudre. Il se retourna brusquement, l'énergie familière revenant sur son visage. Lestrade arrivera dans moins d'une heure. Il se félicitera d'être arrivé après coup, comme à son habitude. Mais avant cela, nous devons terminer un dernier examen. Il reprit la pièce et la tint sous la loupe. Remarquez-vous ce léger résidu sur le bord? Je me penchai pour mieux voir. Un dépôt chimique, peut-être des cendres provenant du feu. Pas des cendres, de l'acide. Sa voix se fit plus aiguë. Cette pièce a été conçue pour se dissoudre à la chaleur. L'appareil de Venne, la résonance de Morven, tous deux nécessitaient un métal réactif pour conduire la fréquence. Celui qui a fourni cet alliage comprenait la physique bien mieux qu'eux. Vous voulez dire qu'il y avait un autre esprit derrière eux? Exactement. Un chimiste ou un artisan aux compétences exceptionnelles, qui est resté dans l'ombre pendant que les autres jouaient leur rôle. Et remarquez ceci, Watson. La pureté de la pièce est trop raffinée pour une monnaie locale. Elle a dû être frappée à l'étranger. Il la posa sur la cheminée, le léger bruit métallique ponctuant sa déduction. Nous n'avons pas affaire à une conspiration isolée, mais à un réseau, un commerce d'intelligence et de vengeance qui pourrait s'étendre bien au-delà de Londres. Je le regardai, surpris. Alors, nous n'en avons pas fini. Il rit doucement. Vous voyez, mon ami, pourquoi je déteste les conclusions prématurées. On sonna à la porte, et quelques instants plus tard, Lestrade entra, vif et sûr de lui. « Bonjour, monsieur Holmes, docteur. Tout le monde parle de votre aventure nocturne. Vous avez encore sauvé la réputation de la Royal Society, à ce que j'ai entendu dire. » Holmes inclina la tête. La réputation, peut-être. Quant à la vérité, elle reste à établir. Lestrade fronça les sourcils. Vous n'êtes pas satisfait? Holmes lui tendit la pièce brûlée. Voici, inspecteur, ce qui reste de votre affaire. Examinez-la et dites-moi si vous pensez qu'elle est terminée. Lestrade la retourna ingrognade, perplexe. Ce n'est qu'un morceau d'argent fondu. Exactement, dit Holmes. Pourtant, à l'intérieur de ce morceau se cache un code plus durable que n'importe quelle confession. Gardez-le précieusement, il pourrait bien parler à nouveau. Lestrade haussa les épaules. Si vous le dites. Il le mit dans sa poche et partit en marmonnant quelque chose à propos de philosophes déguisés en détectives. Holmes retourna s'asseoir, le visage impassible. Il le perdra dans moins d'une semaine. Mais même cela pourrait servir notre objectif. Quel objectif, Holmes? Observez où il réapparaîtra. Si le motif se répète ailleurs, nous saurons que la musique a trouvé un nouveau chef d'orchestre. L'horloge sur la cheminée sonna une fois, d'un son clair, délibéré, métallique. Holmes l'écouta comme on écouterait la dernière mesure d'un morceau de musique. « Watson, dit-il doucement, l'entendez-vous? » Entendre quoi? Le retour du son après le silence. La première note d'un nouveau mouvement. Il sourit faiblement, le regard lointain. Le monde, mon cher ami, ne cesse jamais de composer. Et tandis que l'écho de ce seul coup s'évanouissait dans la pièce silencieuse, une douce vibration fit trembler le plancher, un distinct clinque, clinque, clinque provenant de quelque part en dessous, comme si une autre pièce venait d'être jetée dans le prochain acte de la symphonie. Holmes était déjà debout avant que le troisième clinque ne retentisse. Il se dirigea vers le coin du salon et s'accroupit, l'oreille tendue vers le plancher. Là, murmura-t-il, sous la solive de droite. La résonance est exacte, ce n'est pas une vibration accidentelle, mais un placement délibéré. Je le rejoignis, m'accroupissant à côté du tapis. Ce n'est sûrement pas une autre pièce. Ce n'est pas une pièce de Morven, dit-il. Le son est plus subtil, un alliage plus fin, et remarquez le rythme, Watson. 3 intervalles, chacun espacé avec précision. Quelqu'un voulait être entendu, pas seulement se cacher.
Il écarta le tapis et alla chercher un tournevis dans son tiroir. En quelques instants, il avait délogé une planche. Le bruit cessa instantanément, laissant place à un silence si brusque qu'il semblait résonner. Holmes se baissa lorsqu'il retira sa main. Un petit paquet de papier scellé à la cire rouge reposait dans sa paume. « Encore le sceau » murmura-t-il. « Le même monogramme que sur la première enveloppe, c'est... » « Cyrus Vane » ai-je osé dire. Holmes secoua la tête. « Non. Le trait est plus lisse, plus continental. Ce n'est pas le tremblement irrégulier de la main de Vane. Cela a été écrit par quelqu'un habitué à commander. » Il brisa le sceau et déplia le papier. À l'intérieur se trouvait une seule note et une autre pièce, noircie, avec le chiffre 0 gravé sur sa surface. Holmes lut à haute voix. Quand le 13e tomba, le registre se referma. Quand le 14e chanta, la porte s'ouvrit. Mais ce n'est qu'avec le chiffre 0 que la vérité commence. Je le fixai du regard. Un chiffre 0. Quelle signification possible? Patience, Watson, l'interrompit doucement Holmes. Vous voyez, c'est là le véritable cœur du complot. Morven et Vane n'étaient que des préludes. L'auteur de cette note considère leurs actions comme une ouverture, pas comme une conclusion. Il tint la pièce à la lumière. Remarquez la patine, plus ancienne que les autres, mais pourtant récemment frappée. Et ici, cette légère rainure, gravée à l'acide, comme la 15e pièce. Celui qui l'a forgé possède la même technique d'alliage. Alors le chimiste que vous soupçonniez n'est pas hypothétique après tout. Precisement. Et qui plus, il se trouve dans notre propre ville. Holmes tapota la pièce contre le bord de sa loupe. Le ting qui en résulta était plus aigu que jamais, un son cristallin et perçant qui semblait transpercer l'air. Ce n'est pas de l'argent, Watson. C'est un composé de palladium et d'un élément encore plus rare, de l'osmium, peut-être, qui produit cette clarté artificielle. Une pièce destinée non pas au commerce, mais à la communication. Cette idée me fascina et me donna des frissons. Vous voulez dire qu'elle peut transmettre le son? Break time equals 0. 5s/. Holmes acquiesced bereavement. Pas à distance comme dans la télégraphie, mais par résonance, grâce aux vibrations transmises par des matériaux similaires. S'il en existe une autre ailleurs, elle vibrera en sympathie lorsque celle-ci sera frappée. Il la posa sur la table et la frappa légèrement avec le bout de son stylo. La pièce vibra. De quelque part faible, lointain, mais indubitable, vint un son en réponse, plus grave mais parfaitement identique. Les yeux de Holmes brillèrent. Là, son pendant. Et d'après le délai de l'écho, je dirais qu'il se trouve à moins d'1 kilomètre d'ici, quelque part à l'est, sous le niveau du sol. Sous le sol? Demandai. Dans les égouts? Plutôt dans les anciens tunnels postaux près de Farringdon, répondit-il. Un refuge idéal pour quelqu'un qui souhaite se déplacer sans être vu et communiquer par le métal plutôt que par la parole. Il mit la pièce dans sa poche, d'un geste vif. Reprenez votre revolver, Watson. Nous n'en avons pas fini avec cette musique. En quelques minutes, nous étions dans un taxi, traversant le brouillard matinal en direction de Clerkenwell. Holmes s'était penché en avant, tapotant doucement la pièce dans sa paume. Chaque tapotement produisait un faible écho à travers la structure métallique du taxi, un duo étrange entre le conducteur et l'auditeur. « J'imagine, dit Holmes doucement, que notre chimiste invisible surveille ces vibrations, attendant le rapport de Morven. Il ne s'attend pas à me voir. Et s'il entend ce signal, alors il y répondra, Watson, comme le font tous les musiciens lorsqu'ils reconnaissent leur propre motif. » Comme si c'était un signal, la pièce dans sa main émit un léger clinque spontané. Holmes sourit. Ah, il est réveillé. Le chauffeur s'arrêta à la demande de Holmes devant un entrepôt banal, dont les fenêtres étaient fermées et les portes cadenassées. Nous entrâmes par une grille latérale qui donnait sur un escalier descendant sous terre. L'air devint plus froid, teinté d'une odeur métallique d'huile et de rouille. De l'obscurité en dessous venait le même murmure harmonieux, faible mais pulsé, un rythme de métal frappant la pierre. Holmes murmura. « Vous entendez?
L'instrument qui répond. Il est en train de l'accorder en ce moment même. Nous avons rampé le long d'un couloir bordé de tuyaux désaffectés jusqu'à ce que le son devienne distinct. Clinc, clinc, suivi d'une note plus longue et vibrante qui semblait vivre dans les murs. Holmes éteignit sa lanterne et s'avança. Au bout du tunnel se tenait une silhouette solitaire devant un établi éclairé par une seule lampe électrique. L'homme nous tournait le dos, ses mouvements étaient précis, ses outils brillants. Le murmure de Holmes parvint à mon oreille. Observez sa main droite, aussi stable que du verre. C'est bien le chimiste. Holmes fit un pas de plus. « Bonjour, dit-il d'un ton neutre. Vous êtes difficile à joindre par correspondance. » L'homme se retourna lentement, révélant un visage étroit et ascétique couronné de cheveux gris acier. Ses yeux étaient calmes, presque accueillants. « Monsieur Sherlock Holmes, dit-il. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour suivre la vibration. Vous saviez que je le ferais. Bien sûr. La curiosité est votre instrument. Vous ne pouviez pas résister à la note. » L'homme fit un geste vers le banc, où des dizaines de pièces de monnaie étaient disposées en cercle concentrique, chacune vibrant faiblement. « Vous aimez mon orchestre ?» Holmes le regarda froidement. « Je préfère les miens, moins mécaniques. »« Qui êtes-vous » L'homme inclina la tête. « Je suis le compositeur, Monsieur Holmes, celui qui a écrit la partition que Vane a interprétée et que Morven a mal comprise. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour le mouvement final. » Le ton de Holmes était tranchant comme une lame de rasoir. « Et ce serait » L'homme sourit. « La note qui mettra fin même à vous. » Avant que je puisse bouger, sa main s'abattit sur un levier. Une vibration parcourut le sol métallique, et les pièces autour de lui se mirent à chanter, des centaines d'entre elles, dont la fréquence augmentait jusqu'à ce que l'air lui-même semble scintiller. Les yeux de Holmes s'écarquillèrent. « Watson, la résonance. » Il a transformé tout le tunnel en instrument. Le son s'amplifia jusqu'à devenir un rugissement métallique, vibrant à travers les os et le sang. Holmes m'agrippa l'épaule. Contre le mur. C'est le seul moyen d'amortir la vague. Nous nous pressâmes contre la pierre tandis que les pièces hurlaient à l'unisson, la vibration si intense que les lampes éclatèrent. Puis, à travers le bruit assourdissant, retentit un seul et unique clinc clair, plus aigu que tous les autres, délibéré, indubitable. Holmes approcha ses lèvres de mon oreille. « Ça, Watson » cria-t-il pour couvrir le vacarme, c'était son signal, le signal pour le final. La résonance aveuglante s'intensifia jusqu'à ce que le tunnel semble respirer, chaque vibration métallique faisant frémir jusqu'à la moelle. Holmes se pressa contre le mur, sa main agrippant ma manche. « Il veut le faire s'effondrer » cria-t-il. « Les harmoniques vont détruire la structure si la tonalité monte encore d'un degré. » Le chimiste, pâle et déterminé, se tenait devant son appareil vrombissant, chaque pièce sur son établi tremblant dans un mouvement lumineux. « Vous ne pouvez pas faire taire la perfection, Monsieur Holmes » s'écria-t-il. « Chaque pièce est accordée à une fréquence de vérité. Le monde a menti assez longtemps. » Les yeux de Holmes s'embrasèrent. « La vérité sans pitié n'est que précision, monsieur, et la précision peut tuer. » Il tomba à genoux, scrutant le sol avec des gestes rapides et inquisiteurs. « Watson, la résonance dépend de l'alignement. Nous devons briser sa symétrie. » Je compris alors ce qu'il voulait dire. Un cercle de fils conducteurs reliait les pièces comme une couronne métallique. Le courant qui le traversait scintillait faiblement, visible dans l'air. « Comment » criai-je par-dessus la cacophonie. « Introduices la dissonance. » Holmes saisit son canif et le lança sur l'établi. Il frappa l'anneau extérieur, coupant deux connexions. Instantanément, le son vacilla, se scindant en deux tonalités discordantes qui s'entrechoquaient. Le chimiste tituba, se couvrant les oreilles. « Non » hurla-t-il. « Vous avez brisé l'unisson. » Holmes avança à travers le chaos, chaque pas étant délibéré. « Precisement. Une note parfaite ne peut exister dans un monde imparfait. Vous l'avez prouvé vous-même en laissant le meurtre accompagner la musique. » L'homme chercha frénétiquement un levier à côté du générateur.
Holmes fut plus rapide. D'un mouvement rapide, il balaya la table avec sa canne, dispersant les pièces dans une pluie de métal tintant. Le son frappa le tunnel comme la grêle sur un tambour. « Watson, maintenant !» cria Holmes. « Brisez la bobine principale. » Je frappai l'appareil bourdonnant avec la crosse de mon revolver. Un craquement sec suivit, puis le silence, absolu et écrasant. Le seul son qui subsistait était le lent cliquetis descendant des pièces tombées qui roulaient sur le sol en pierre. Holmes se redressa, la poitrine allaitante. La symphonie est terminée, dit-il doucement. Le chimiste s'effondra contre le mur, étourdi, ses instruments hors d'usage. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-il. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'évolution. Morven et Vane étaient des interprètes imparfaits. Je recherchais une harmonie au-delà de la fragilité humaine. Holmes le regarda fixement. « Alors vous avez composé un requiem pour l'humanité elle-même. Je préfère la discorde des vivants. » Il se tourna vers moi. « Watson, la pièce de signalisation, frappez-la une fois. » J'hésitai mais obéis, tapotant la petite pièce de palladium contre le mur. Sa tonalité, désormais libérée de toute résonance, résonna clairement et purement, et fut suivie, quelques instants plus tard, d'un faible écho provenant de loin au-dessus. Holmes acquiesça. Comme je le pensais, les vibrations étaient reliées à un deuxième réseau à la surface. Il avait l'intention de diffuser la fréquence à travers les câbles télégraphiques de la ville, afin de faire de l'ombre son instrument. Le chimiste eut un rire brisé. Imaginez, Holmes, une ville vibrant à l'unisson. Un seul son pour unir tous les hommes. Un seul son pour les détruire, dit Holmes d'un ton sec. Votre idée de l'unité, c'est l'anéantissement. Il se baissa, ramassa l'une des pièces éparpillées et la tint entre son pouce et son index. Vous voyez, Watson, la marque ici, ce n'est pas un chiffre, mais une lettre. Un alpha. Le commencement. Je le fixai du regard. Alors, la pièce 0 que nous avons trouvée. La fin, dit Holmes. Il cherchait à repartir de 0, à effacer le passé et à harmoniser l'existence elle-même. Les pièces numérotées n'étaient pas le fruit d'une conspiration humaine, mais une composition d'extinction. Nous restâmes longtemps dans le tunnel sombre, le faible bourdonnement de l'énergie épuisée s'estompant autour de nous. Le visage de Holmes s'adoucit. N'est-il pas étrange que l'intellect, non tempéré par l'empathie, ne recherche l'ordre qu'à travers la ruine? Le chimiste leva faiblement la tête. Il y a de la beauté dans la précision. Il y a de la vie dans l'imperfection, répondit Holmes. Et c'est quelque chose qu'aucune fréquence ne peut reproduire. Il fit signe vers la sortie. Watson, appelez Lestrade. Laissons la justice s'occuper du reste. Notre tâche est terminée, même si je soupçonne que les répercussions de cette affaire ne s'estomperont pas rapidement. Nous avons à moitié porté l'homme vaincu à travers le couloir. Les murs tremblèrent légèrement à notre passage, délogeant de la poussière qui tomba en cascade lente. Le bruit qu'elle fit, doux, métallique, comme celui de pièces de monnaie qui tombent, nous suivit tandis que nous montions vers la lumière. À l'entrée du tunnel, la lumière du jour se déversait, pâle et indulgente. Holmes se retourna une fois de plus pour écouter. « Vous l'entendez, Watson ?» Je penchai la tête. Seulement le vent. Il sourit faiblement. Et pourtant, dans ce vent, il y a un écho. La vibration persiste, quelque part dans les entrailles de la ville. Nous avons émergé à l'air libre. Derrière nous, le tunnel semblait soupirer, une expiration faible au ton s'estompant. Holmes a sorti la pièce de palladium de sa poche, l'a examinée brièvement, puis a refermé sa main dessus. Chaque mélodie, dit-il, doit se terminer dans le silence. Mais le silence, comme la vérité, attend d'être à nouveau perturbé. Il se tourna vers Baker Street. « Venez, Watson. Laissons la musique aux musiciens. J'ai besoin d'un café, et peut-être d'une affaire plus calme. » Nous avons commencé notre chemin vers la maison à travers le brouillard,
nos pas résonnant faiblement sur les pavés, rythmiques, mesurés, involontaires. Pourtant, à chaque pas, j'avais l'impression d'entendre sous mes pieds un murmure métallique, un écho de la chanson disparue de la conspiration. Clinc, clinc, clinc. Holmes s'est arrêté une fois à un croisement, jetant un coup d'œil en arrière. « Cela s'achève, dit-il, et pourtant cela ne s'achève pas. Souvenez-vous-en, Watson. Chaque silence cache une note qui attend d'être jouée. » Et alors que nous tournions au coin de la rue, une charrette passa, sa roue heurtant une pièce de monnaie égarée sur le trottoir. Le son retentit, clair, vif, provocateur, un simple clinque argenté qui semblait promettre que la mélodie n'était pas tout à fait terminée. Le tintement clair de la pièce résonnait encore dans l'air lorsque nous avons tourné au coin de Baker Street. Holmes ralentit le pas, la tête légèrement inclinée, comme si la note était entrée non seulement dans son oreille, mais aussi dans ses pensées. « Vous l'avez entendu aussi » dis-je doucement. Il acquiesça d'un signe de tête. Une résonance qui ne devrait pas exister. Cette note appartenait à l'alliage désormais détruit. Ce qui signifie, mon cher Watson, qu'une autre pièce a survécu. C'est sûrement impossible. Nous avons vu les autres fondre ou se briser. Rien n'est impossible lorsque le son et la science s'allient, répondit-il. Si la composition du chimiste était liée par vibration sympathique, un fragment survivant pourrait encore transmettre sa note aux autres, même à grande distance. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la rue voilée par le brouillard. Cet écho ne s'est pas évanoui dans l'air. Il a répondu à quelque chose. Nous avons atteint la porte familière du 221B. À l'intérieur, une légère odeur de café nous a accueillis. Madame Edson avait anticipé notre retour avec sa gentillesse habituelle, même si elle semblait soulagée au-delà de toute mesure de nous voir intacts. Vous trouverez un visiteur qui vous attend, Monsieur Holmes. Il est arrivé il y a moins de 5 minutes, il est très insistant. Holmes m'a jeté un rapide coup d'œil. Un autre écho, peut-être. Dans le salon se tenait un homme mince vêtu d'habits étrangers, manteau sombre, gants immaculés et expression calme et indéchiffrable. Son accent, lorsqu'il parlait, trahissait les voyelles mesurées du continent. Monsieur Sherlock Holmes, je présume. J'espère que les troubles à Farringdon sont terminés. Le ton de Holmes se refroidit. Cela dépend de qui pose la question. Mon nom n'a que peu d'importance. Je représente un consortium scientifique de Zurich. Nous avons financé une série d'expériences acoustiques par l'intermédiaire d'un certain Basil Morven. Il semble que vos récents travaux aient interrompu les nôtres. Holmes plissa les yeux. Le compositeur n'était donc pas seul. L'homme inclina la tête. Aucun grand esprit ne l'est. Nous avons cherché à exploiter la résonance comme outil de communication, une méthode de transmission d'informations à travers des supports solides. Malheureusement, Morven et ses associés ont déformé nos conclusions à des fins moins charitables. « Et le chimiste » demanda Holmes. « Un renégat. Il a pris nos recherches, les a utilisées à ses propres fins, et ce faisant, a détruit la société de financement qu'il employait. Nous sommes seulement venus récupérer ce qui reste. » Holmes désigna la cheminée. « Vous faites référence, je présume, à ceci. » Il sortit la pièce de palladium, dont la surface était terne sous la lumière du matin. L'étrange homme se raidit. En effet, c'est notre prototype, le premier conducteur efficace de transmission harmonique. J'insiste pour que vous le remettiez. Holmes l'étudia longuement. L'insistance réussit rarement là où la persuasion échoue. Dites-moi, monsieur, quelle garantie ai-je que votre consortium ne répétera pas la folie de Morven? Les yeux de l'homme clignèrent, signe rare d'agitation. Cet appareil ne relève pas de votre juridiction, monsieur Holmes. Il appartient à la science. Holmes esquissa un sourire. La science appartient à la conscience, pas à la commodité. Pour la première fois, le calme de l'inconnu se fissura. Vous ne comprenez pas ce dont il est capable. Avec un calibrage approprié, la pièce peut transmettre non seulement le son, mais aussi la pensée, les vibrations interprétées comme des impulsions électriques.
Vous parlez de musique, nous parlons de l'esprit lui-même. Un frisson me parcourut. Bon Dieu, Holmes, est-ce possible? Holmes retourna la pièce dans sa main, sa surface captant la faible lumière. Une ambition dangereuse, dit-il doucement. Faire du cerveau humain un instrument, accordé par des mains invisibles. L'homme tendit sa paume gantée. Rendez-la, ou d'autres viendront la chercher. Il existe des forces qui ne débattent pas de philosophie. Holmes le regarda fixement. Dites à vos maîtres que ce qu'ils ont construit n'était ni de la musique ni un message, mais une tentation. S'ils poursuivent cet alliage, ils le retrouveront, mais réduit en poussière. Il referma ses doigts sur la pièce. Vous me pardonnerez si je refuse votre demande. L'homme hésita, puis inclina la tête avec raideur. Alors vous vous exposez au danger, monsieur Holmes. Un son, une fois créé, ne peut être rappelé. Une fois qu'il fut parti, j'expirai. Croyez-vous à son histoire? À chaque mot, répondit Holmes, mais pas à son intention. Il se dirigea vers la cheminée et posa la pièce sur la grille, étudiant son éclat terne. Ils la rechercheront à nouveau, bien sûr. Pourtant, la détruire complètement pourrait réveiller son double à l'autre bout de la ville. Le son, Watson, n'a pas de tombe. Vous avez donc l'intention de la garder. Jusqu'à ce que je sache comment la faire taire correctement. Il s'assit et joignit les doigts, le regard lointain. Pensez à la chaîne, Watson, Venn, Morven, le chimiste, et maintenant ces hommes à Zurich. Chacun croyait à la même erreur, qu'on pouvait contrôler la vérité en contrôlant les vibrations. Pourtant, la vérité, comme le son, est mutable, son écho change avec chaque oreille qui l'entend. Je dis doucement, et qu'en est-il de l'écho que nous avons entendu dans la rue? Holmes jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où le brouillard appuyait doucement contre la vitre. On rappelle que la mélodie persiste. Quelque part, une autre pièce attend, à l'écoute. Il se leva brusquement et se dirigea vers son violon. Il est peut-être approprié que le son s'éteigne là où il a commencé, dit-il en passant doucement l'archet sur les cordes. La première note vibra dans la pièce, grave et pure. La pièce de palladium sur la grille trembla légèrement en réponse. « Holmes » m'écriai-je. Il sourit sans s'arrêter. « Observez, Watson, une vibration sympathique. Le battement de cœur de la ville. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne pouvais pas la détruire? La résonance est indissociable de la vie elle-même. » Il laissa tomber l'archet, et le silence envahit à nouveau la pièce. La pièce cessa de bouger, s'immobilisant avec un dernier tintement doux. Holmes s'en détourna, le visage impassible. « Le monde produira toujours de nouveaux instruments, dit-il doucement. Notre tâche, Watson, consiste simplement à veiller à ce qu'il ne soit pas joué à mort. » Il se servit une tasse de café, le léger tintement de la tasse sur la soucoupe étant le seul bruit entre nous. « Allons, mon ami, ajouta-t-il avec un peu de sa vivacité d'autrefois. Écris l'affaire comme tu le souhaites, mais laisse la dernière note non écrite. Certains silences, je pense, doivent rester irrésolus. » Et tandis qu'il parlait, au loin dans la rue, faiblement à travers le brouillard et la distance, retentit à nouveau ce tintement solitaire et insaisissable, un seul clinque délibéré, promesse silencieuse de la ville que la musique de la conspiration, bien que terminée, n'avait pas vraiment cessé. Pendant un long moment après que ce faible tintement se fût évanoui dans le brouillard, Holmes ne dit rien. La pièce gisait immobile sur la grille, terne comme de l'étain, mais le silence qui l'entourait semblait plein d'attente, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je m'assis en face de lui, ne voulant pas briser ce fragile silence qui ressemblait moins à la paix qu'à l'écoute. Enfin, Holmes remua. « Watson, dit-il, vous vous souvenez du premier son qui a déclenché cette affaire? » Le cliquetis d'une pièce sur le trottoir, répondis-je. Exactement. Une petite note accidentelle, mais d'elle sont nés un meurtre, une obsession et une mélodie de folie qui ont failli détruire la raison elle-même. Cela nous rappelle qu'aucun son, aussi faible soit-il, ne passe inaperçu dans le monde. Chaque vibration trouve son écho quelque part, à un moment donné. Il sourit faiblement. Et parfois, malheureusement, en moi.
Vous parlez comme si l'affaire continuait, dis-je. Il regarda la grille qui refroidissait. Oh, l'affaire est terminée, mais son principe demeure. Ce que nous avons détruit sous Farringdon n'était que l'instrument. L'idée demeure. Avec quelle facilité l'intellect confond contrôle et création. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre où l'aube brillait faiblement à travers le brouillard. Les cloches de Saint-Marie-le-Beau sonnaient l'heure, chaque note claire, pure et humaine. Le rythme familier semblait l'apaiser. Vous entendez, Watson, la musique qui appartient à tous et à personne. Aucun chimiste ne pourrait l'améliorer. Je le rejoignis. Et la pièce? Elle dormira, dit-il. Pour l'instant. Si elle se réveille, nous le saurons à son écho. Il se retourna, prit son violon et fit glisser l'archet sur les cordes. La note qui en sortit était douce, hésitante et étrangement chaleureuse, comme la correction humaine d'une échelle inhumaine. Elle s'attarda un instant, puis s'évanouit. La pièce sur la grille resta immobile. « Holmes, dis-je doucement, ne te lasses-tu jamais de cette quête, de cette poursuite sans fin entre la raison et la folie ?» Il baissa son violon et me regarda avec cette douceur particulière qui n'apparaissait que lorsque la tempête qui l'habitait s'était calmée. « Je ne poursuis pas la folie, mon cher ami. Je l'observe, car elle est l'ombre projetée par la raison. L'une ne va pas sans l'autre. » Il versa 2 tasses de café, la cuillère en argent frappant la tasse avec un léger ting musical. Le son faisait écho au motif qui nous hantait depuis le matin, mais il était désormais adouci, apprivoisé, inoffensif. « Le monde continuera à frapper ses pièces, Watson, dit-il en me tendant la tasse. Certaines pour le commerce, d'autres pour la vanité, d'autres encore pour la vengeance. Mais tant que nous pouvons distinguer le son de la vérité de celui de la contrefaçon, il y a de l'espoir pour nous tous. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Et si jamais vous doutez de la différence, écoutez. » Dehors, les cloches cessèrent de sonner. La rue en contrebas entama sa symphonie quotidienne. Roues de calèche, marchands ambulants, pas, rire. Chaque son distinct, innombrable et vivant. Holmes se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux mi-clos. « Vous remarquez? La ville a récupéré sa clé. La composition se termine là où elle le devrait, dans l'imperfection. Et Ada ist Dausmat. Alors c'est votre coda, Holmes? » « La mienne? » dit-il en secouant la tête. « Non, Watson. La vôtre. Vous l'écrirez, comme vous le faites toujours. Je n'ai aucun talent pour les fins. Je n'entends que des suites. » Il tendit la main vers la cheminée, prit la pièce une dernière fois et la plaça dans une petite boîte en bois doublée de feutre. Le couvercle se referma avec un clic métallique discret qui ressemblait beaucoup au dernier coup de baguette d'un chef d'orchestre. « Fermez-la bien, dis-je. Il acquiesca. Et pourtant, même fermée, une vibration peut persister. Souvenez-vous-en, si jamais une autre pièce numérotée venait à tomber entre les mains du monde. » Il resta un instant dans la pénombre, puis sourit avec une satisfaction tranquille. « Maintenant, Watson, vous pouvez conclure sans risque que notre conspiration, comme toute musique digne d'être entendue, ne se termine pas dans le silence, mais dans le repos. » Le soleil matinal se glissa au-dessus des toits, dorant le brouillard d'une chaleur douce et indulgente. Au loin, le chariot d'un laitier passa, ses roues frappant les pavés d'un rythme régulier et innocent, un dernier clinc, clinc, clink, s'évanouissant dans le bourdonnement du jour. Holmes leva sa tasse en guise de salut à ce son. « Voilà, mon cher ami, dit-il doucement, la vie qui reprend son propre ton. » Et c'était vrai. La musique s'était arrêtée. La ville respirait à nouveau. Et dans la pièce silencieuse du 221 B Baker Street, la pièce de monnaie reposait immobile, sa résonance enfin achevée.